messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. La cérémonie annuelle de distribution de la zakat pour l'année 2024 a eu lieu aujourd'hui. Et à Gaza, les Palestiniens blessés ont reçu des soins en Égypte. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans un élan visant à renforcer la cohésion nationale et rapprocher l'ensemble des Djiboutiens autour du développement. Une initiative conjointe du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense a été menée dans les régions du nord du pays, notamment à Balho et à Tadjoura. L'objectif, aller à la rencontre des populations, distribuer des denrées alimentaires, dispenser des soins médicaux et offrir un soutien social ciblé. Bien au-delà d'une simple mission militaire, cette opération s'inscrit dans une vision globale plaçant les citoyens au cœur des priorités stratégiques de l'État. Un acte fort qui illustre la volonté du gouvernement d'être au plus près de ses concitoyens, y compris dans les zones les plus reculées. Cette démarche ne se limite pas à répondre aux besoins immédiats des populations, elle incarne donc une véritable philosophie d'inclusion sociale où chaque Djiboutien, quel que soit son lieu de résidence ou sa situation économique, est considéré comme un acteur essentiel du développement national. À travers cette approche, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur d'un État solidaire et inclusif, en transformant les forces armées en moteurs du développement humain, alliant sécurité et bien-être. La réussite de cette mission repose sur une coordination entre l'armée djiboutienne et le ministère de l'Intérieur. Une synergie institutionnelle qui a permis de mobiliser efficacement les ressources et de garantir une intervention rapide et adaptée aux besoins de la population. Les militaires, traditionnellement garants de la souveraineté nationale, ont ici joué un rôle clé dans la solidarité intérieure. Aux côtés des agents civils, ils ont formé un véritable partenariat public dépassant les frontières administratives pour assurer une présence renforcée de l'État là où il est le plus nécessaire. Les résultats sont éloquents, près de 500 ménages ont bénéficié d'une aide alimentaire et plus de 800 consultations médicales ont été réalisées, mais au-delà des chiffres, cette mission marque un tournant dans la relation entre l'État et ses citoyens. Un engagement donc fort du gouvernement pour une cohésion nationale fondée sur l'équité, la justice sociale et la participation de tous. Distribution donc annuelle de la zakat, un engagement renouvelé en faveur des plus démunis sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Momin Hassan Baleh. La salle donc du Palais du Peuple a accueilli ce matin la cérémonie annuelle de distribution de la zakat pour l'année 2024. Un événement marquant qui s'est tenu en présence du président du conseil d'administration du douane de la zakat, du directeur général de la fondation, des principaux donateurs, des responsables du ministère ainsi que des centaines de bénéficiaires. Cette édition revêtait une importance particulière, coïncidant avec le 20e anniversaire de la création du Diwan de la Zakat. Dans un cadre solennel, près de 1060 habitants de la capitale ont reçu une aide précieuse destinée aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux femmes sans soutien familial, et donc aux familles les plus vulnérables. Une initiative qui vise à alléger leur quotidien face aux défis socio-économiques. Cette année, le montant total alloué s'élève à 160 millions de francs djiboutiens, un soutien significatif qui permet d'apporter une réponse concrète aux besoins des populations les plus fragiles. Créé en 2004 sous l'impulsion du président de la République et placé sous l'égide du ministère des Affaires musulmanes, le Diwan de la Zakat est la seule institution habilitée à collecter et redistribuer la Zakat à travers tout le pays. Dans son allocution, le cheikh Abdelbassid Ahmed Al-Zulaïqi, président du conseil d'administration du Diwan de la Zakat, a rappelé donc l'importance de cette mission, soulignant le rôle fondamental de la Zakat dans l'islam.
De son côté, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf a souligné l'importance de la distribution de la zakat en cette période spirituelle du mois de Sha'ban, rappelant qu'elle incarne donc les valeurs de générosité et de solidarité prônées par l'islam. Il a mis en avant le rôle du Diwan de la zakat créé en 2005 sous l'impulsion du chef de l'État, qui s'est imposé comme une institution clé dans toute la lutte contre la pauvreté. Depuis sa création, a-t-il dit, plus de 2,8 milliards de nos francs ont été collectés et redistribués, bénéficiant à plus de 192 000 citoyens. Le ministre a insisté sur la double portée de la zakat, un acte de purification spirituelle et un levier essentiel de justice sociale. Il a enfin remercié tous ceux qui contribuent à cette obligation religieuse, permettant ainsi de soutenir les plus démunis et de renforcer la cohésion nationale. Autre information, Djibouti et l'Éthiopie avancent vers la création d'une autorité de gestion du corridor régional. La République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie ont tenu à Bishoftu, en Éthiopie, la deuxième session du comité conjoint chargé de la mise en place de l'autorité de gestion du corridor. La délégation djiboutienne était conduite par le ministre des Infrastructures, Hassan Hamad Ibrahim, et le ministre du Commerce, Mohamed Al-Samadiri. Au cœur des discussions, la création de l'autorité de gestion du corridor Djibouti-Éthiopie-Kampala et la finalisation de l'accord IAFER. Cette initiative portée par le COMESA et GIGAD vise à renforcer l'intégration régionale, à dynamiser les investissements et à stimuler le commerce dans la Corne de l'Afrique. Le ministre des Infrastructures a rappelé le rôle stratégique du corridor de Djibouti dans la promotion du commerce régional et de la coopération économique. Il a souligné que la mise en place de cette autorité représente une avancée majeure pour optimiser la logistique commerciale et lever les contraintes opérationnelles. À l'issue des échanges, les deux délégations ont convenu de créer un comité technique permanent pour finaliser l'accord établissant l'autorité de gestion du corridor, adopter un calendrier de travail afin d'accélérer la finalisation des aspects techniques, et enfin élargir la portée du corridor aux pays enclavés de la région, notamment le Sud-Soudan et au-delà. Autre information, une mission médicale au service des populations rurales à Oumadjaga, dans le cadre de ces activités. L'équipe mobile du centre médico-hospitalier de la région d'Arta, conduite par son médecin-chef, Dr Yaqoub Hussein Ardeye, s'est rendue dans la localité de Oumadjaga pour apporter soins et assistance à la population. Lors de cette mission, l'équipe médicale a reçu la visite du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, de la représentante de l'OMS à Djibouti, ainsi que des autorités locales, dont le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabele, et le président du conseil régional d'Arta, El Mebouh Goudade. Cette visite avait pour objectif de s'assurer du bon déroulement des activités médicales sur le terrain. Et à l'issue de cette journée, une centaine de consultations ont été réalisées, principalement au profit des femmes, des enfants et des personnes âgées. Par ailleurs, plus de 400 moustiquaires imprégnés ont été distribués à la population locale dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Écoutons à présent la réaction du médecin-chef de la région, du CMH de la région d'Arta, Dr Yaqoub Hussein Ardeye. Qui fait partie de la sous-préfecture de Karta, dans la région sanitaire de Arta, dans le cadre de nos activités de routine des équipes mobiles. Aujourd'hui, on a pu en profiter de rajouter la distribution de Milda, des moustiquaires imprégnés, parce que vous savez, nous sommes dans la période où on a de forts cas de paludisme, des vingtaines de cas par semaine. Nous nous réjouissons vraiment. Ça ne fait que réconforter encore une fois notre volonté de continuer à travailler et d'appuyer en matière de santé les localités les plus éloignées afin de remédier aux questions de santé. La semaine dernière, nous nous trouvions à Gabal Khalan. Aujourd'hui, nous sommes à Oumadjaga. On va continuer dans la sous-préfecture de Demerjok. Nous serons la semaine prochaine à Demerjok, dans la sous-préfecture de Demerjok, à Cheikh Farah, à Koura, à Antar. On a prévu de faire 8 sorties par mois, Inch'Allah. Et nous allons continuer dans ce sens
à mener et à faire la question de santé, l'accès une priorité, l'accès aux soins. Dans l'actualité internationale, sous pression, le fragile cessez-le-feu à Gaza vacille tandis que des blessés palestiniens sont évacués vers l'Égypte pour être soignés. La suite avec Samantha Saïd. L'hôpital Al-Arish en Égypte qui sont soignés plusieurs Palestiniens blessés au cours des bombardements israéliens à la bande de Gaza. Les établissements gazaouis n'étaient plus en mesure d'effectuer de nombreux traitements cruciaux, des opérations chirurgicales spécialisées. Ces dernières semaines, plusieurs patients ont transité par le point de passage de Rafah afin d'être évacués vers d'autres hôpitaux à l'étranger. La réouverture du 1er février dernier de cette passerelle entre Rafah et Gaza a permis d'acheminer plusieurs camions chargés de biens humanitaires essentiels dans la prochaine libération d'otages en réponse aux violations israéliennes de l'accord du cessez-le-feu. L'accord du cessez-le-feu en 3 phases, médié par l'Égypte et le Qatar, les États-Unis, est en place à Gaza depuis le 19 janvier dernier, mettant terme à la guerre génocidaire d'Israël qui a tué plus de 48 220 personnes et a laissé l'enclave en ruine. Après Gaza, la Cisjordanie à son tour ravagée par une offensive israélienne meurtrière. Profitant du cessez-le-feu à Gaza, l'armée israélienne a lancé une vaste opération militaire en Cisjordanie, ciblant notamment les villes de Jénine, Tulkarem et Tamoun. Bombardements aériens, attaques de drones et perquisitions massives ont poussé des dizaines de milliers de Palestiniens à fuir. Des ONG et des experts de l'ONU dénoncent des tactiques similaires à celles employées à Gaza, évoquant un risque d'extension du génocide. Près de 90% des habitants du camp de Jénine ont été contraints à l'exode, tandis que ceux restés sur place survivent sans accès aux besoins essentiels. Pris au piège, les enfants haïtiens donc deviennent des victimes et les instruments de la violence des gangs. En Haïti, les gangs enrôlent de plus en plus d'enfants, les forçant à porter des armes, espionner ou exécuter des ordres sous la menace. Selon l'UNICEF, jusqu'à 50% des membres de ces groupes seraient mineurs, certains étant contraints d'assister à des exécutions. Les jeunes filles subissent également des violences sexuelles dans un pays où l'accès aux soins est limité. Pris entre la brutalité des gangs et la méfiance des forces de l'ordre, ces enfants sont en danger permanent. Amnesty International appelle les autorités à agir en urgence pour protéger et réinsérer ces jeunes victimes. Privée des fonds américains, l'OMS contrainte de revoir son budget et son mode de financement. Le retrait des États-Unis, principal contributeur de l'OMS, pousse l'organisation à se serrer la ceinture, selon son directeur général Donald Trump, comme lors de son premier mandat a suspendu l'aide pour 90 jours, mettant en péril plusieurs programmes vitaux, notamment la lutte contre le paludisme en Afrique. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.